J'ai le plaisir ce matin de recevoir Olivia Sarton. Bonjour Olivia Sarton. Bonjour Roland Coden. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Pas de Bon, souci. génial, génial. Donc je rappelais, vous êtes une ancienne avocate au barreau de Paris. Vous avez travaillé notamment pour la défense pénale des mineurs victimes avant d'exercer de longues années d'ailleurs en droit du travail. En 2019, vous avez rejoint l'association Juristes pour l'enfance qui œuvre à la défense des droits de l'enfant et vous venez de publier aux éditions TECI un ouvrage, un essai intitulé PMA, ou un document même intitulé PMA, ce qu'on ne vous dit pas, sous-titre Business, lobbying et compromission, risque pour la santé, faible taux de réussite, un essai ou un document de 184 pages clairs et percutants qui reviennent sur certains pans confus des débats suscités par le projet de loi bioéthique en attente de passer à l'Assemblée, on va en reparler pour une deuxième lecture, et qui font aussi la lumière sur des aspects vraiment cachés de ce sujet. Olivier Sarton, dans un entretien accordé à BFM TV le 30 avril, le professeur Raoult, Didier Raoult, cette star de la médecine de l'infectiologie, explique que la solution de la chloroquine pour guérir du Covid-19 a heurté un courant dominant dans la recherche occidentale qui, en fait, sous l'influence de ses partenaires économiques, privilégie l'innovation et les nouvelles molécules. Dans votre essai, vous montrez finalement un peu comment ce projet dit loi pour PMA pour toutes est d'abord l'œuvre des lobbies de la santé, Olivier Sarton. Oui, tout à fait. C'est vrai que le professeur Raoult a montré que l'influence des laboratoires était très forte pour maintenir un modèle économique avec le développement de nouveaux médicaments générateurs de profit. Et on retrouve un peu un phénomène similaire dans ce dossier de la procréation médicalement assistée, où le but de mon essai, c'était de montrer que l'enjeu, notamment du projet de loi de bioéthique, c'était pas tant un sujet de société, mais c'était avant tout des enjeux financiers considérables. Donc quand on parle de procréation médicalement assistée, ou qu'on entend plus souvent sous le terme de PMA, on a vraiment un enjeu de convoitise scientifico-financière, mais c'est pas tant la PMA que tout l'humain et le corps humain qui font l'objet de captation et de marchandisation de la part des technoscientifiques et notamment des acteurs que l'on retrouve, les cliniques de fertilité, les laboratoires, les banques de gamètes. Il faut expliquer ça en réalité vraiment dans un domaine plus large. C'est un business qu'on appelle celui des NBIC. Alors les NBIC, c'est ce qu'on appelle nanotechnologie, biotechnologie, informatique. En fait, par informatique, c'est technologie de l'information. Oui. Et sciences cognitives, et ces quatre domaines sont étroitement liés les uns aux autres. Et l'enjeu financier est considérable. Pourquoi? Parce qu'on est tous d'accord qu'on arrive à un moment où on constate l'essoufflement de notre modèle économique qui est basé sur une consommation extensive. Or, on touche du doigt l'enjeu écologique, l'épuisement des ressources naturelles. Et donc, les scientifiques, les financiers ont cherché des solutions pour continuer à générer d'immenses profits, maintenir notre modèle économique, comme le soulignait le professeur Raoult le 30 avril. Et dès 2009, il y a un plan d'action qui a été mis en place au niveau de l'OCDE pour favoriser la mise en place d'un modèle de développement dans lequel l'exploitation et la manipulation technoscientifique du vivant allaient constituer la source, pour des années à venir, de la productivité économique. Il y a eu des investissements massifs qui sont basés sur l'idée que le vivant est une ressource toujours renouvelable. Et notamment dans le domaine de la marchandisation du corps humain et dans celui de la PMA, ce qui est formidable, entre guillemets, c'est que finalement, on a une donnée unique qui est l'homme et qui est à la fois la ressource du marché et le consommateur du marché. Donc en fait, on a une catégorie qui est gigantesque, inépuisable, l'homme qui va à la fois être exploité et à la fois se consommer. Alors la PMA est vraiment dans ce domaine-là. Elle fait partie du domaine de la biotechnologie. Dans la biotechnologie, c'est les capitaux investis représentent des dizaines de milliards de dollars. Alors, il n'y a pas que la PMA dans la biotechnologie, il y a par exemple aussi tout ce qui s'appelle la Femtech, toutes les applications qui sont dédiées à la santé des femmes. On estime qu'entre 2015 et 2018, il y a eu plus d'1 milliard de dollars investis dans le domaine de la Femtech aux États-Unis et que cette industrie devrait peser 50 milliards de dollars d'ici 2025. Pour la PMA, on est sur des chiffres et des enjeux similaires. Vous dites dans votre essai, vous documentez, vous dites qu'il existe à peu près aujourd'hui déjà 500 cliniques spécialisées dans la fertilité aux États-Unis. C'est bien ça? Oui, alors on a à peu près 500 cliniques
Parce qu'aux États-Unis, on a un organisme de contrôle qui les comptabilise. Donc on sait qu'il y a à peu près 500 cliniques de fertilité aux États-Unis, ce qui représente un chiffre d'affaires d'environ une dizaine de milliards de dollars. Et la problématique, c'est que quand les pratiques mises en œuvre sont contestables, la force du lobby qui est derrière est telle qu'on ne peut pas s'y opposer. Mais il faut savoir qu'en Europe, on a aussi des chaînes de cliniques très importantes, et notamment en Espagne, qui est un pays quand même beaucoup plus petit que les États-Unis. On estime qu'il y a déjà entre 300 et 400 cliniques de fertilité. Donc si on compare par rapport aux chiffres des États-Unis, c'est énorme. Et l'Espagne n'a pas l'exclusivité, il y en a aussi beaucoup, notamment en Europe de l'Est ou en Europe du Nord. Je vous interromps, vous citez, dites-moi si je fais une erreur, mais j'ai relevé dans votre ouvrage un pourcentage intéressant. Vous dites globalement que ce secteur d'activité croît de 10 à 20% par an. En Europe, oui. Pardon, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, et c'est vraiment l'objectif, et c'est un des enjeux du projet de loi de bioéthique, puisque finalement en France, le marché est assez restreint, assez contraint. Ouais, un mot du marché français. Où en est-on aujourd'hui de ce business qui semble déjà très florissant outre-Atlantique? Quelles sont les perspectives et dans quelle perspective s'inscrit cette offensive PMA pour toutes? Voilà. Alors, en France, on a une loi qui aujourd'hui est, entre guillemets, assez restrictive. Pourquoi? Parce que la PMA n'est ouverte qu'aux couples hommes-femmes souffrant d'une infertilité ou pour lequel un diagnostic médical a conclu qu'on devait passer par la PMA pour éviter la transmission d'une maladie particulièrement grave. Donc ça, c'est la première restriction. La seconde restriction, c'est que quand la PMA doit être opérée avec les gamètes d'un tiers, c'est-à-dire d'une personne extérieure au couple, on peut avoir qu'un unique don de gamètes, c'est-à-dire soit gamètes féminins, soit gamètes masculins, mais on n'a pas de double don, comme c'est le cas par exemple en Espagne. Et les gamètes ne peuvent être vendus. Les gamètes doivent faire l'objet, entre guillemets, d'un don désintéressé. Par ailleurs, la gestation pour autrui est interdite. Donc en fait, c'est une loi qui est restrictive et qui fait que le marché est contraint. Alors certes, quand on voit le coût pour l'assurance maladie, ça semble important, puisque d'après les chiffres donnés par le rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale en 2019, le coût de la PMA pour l'assurance maladie en 2016 était de 295 millions d'euros, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est très peu par rapport aux milliards qui sont convoités, surtout que ces millions d'euros sont éclatés entre divers acteurs. D'où l'enjeu d'arriver à briser ce cadre législatif contraint, et c'est l'objet du projet de loi de bioéthique. Alors comment est-ce que... justement, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous montrez finalement que de manière consciente ou inconsciente, ces fameux lobbies LGBT qui attisent un peu qui mettent en avant leur drapeau de conquête, finalement ont été ou ont bien voulu être instrumentalisés par ces fameux lobbies économiques qui visent, et dites-vous, et je le souligne parce que ça c'est très important dans votre ouvrage, en réalité, pas vraiment ces gens-là, mais surtout toutes les femmes fertiles. Et ces lobbies ont agi en créant ce que vous appelez un droit victimaire autour du désir d'enfant. Expliquez-nous ça, Olivia Sarton. Alors, effectivement, les couples, les femmes seules ou les couples de femmes sont une population assez restreinte en France, quoi qu'il en soit. Et donc, c'est pas eux le véritable objectif du marché, parce que c'est pas eux qui vont permettre de créer ce business si florissant. Donc, comme vous le dites, l'objectif, c'est de toucher toutes les femmes, et notamment les femmes fertiles. Et c'est pour ça qu'en première lecture à l'Assemblée nationale, le texte de loi qui a été voté a ouvert la PMA à tous sans condition. C'est-à-dire, quand on dit à tous, on dit aux couples de femmes et aux femmes seules, mais surtout à toutes les femmes, sans qu'on fasse de recherche pour détecter si elles sont fertiles ou infertiles. Et c'est vraiment c'est vraiment les couples hétérosexuels qui sont la véritable cible du marché. Et d'ailleurs, il y a des professeurs américains qui ne craignent pas de dire que dans 30 ou 40 ans, tous les gens qui ont une bonne couverture maladie dans le monde passeront par la procréation médicalement assistée. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour faire passer cette loi? Parce que, comme vous dites, autour du désir d'enfant, très intéressant. Voilà, c'est un peu compliqué de dire de but en blanc, écoutez, vous allez tous passer par la PMA, parce que comme ça, nous, on va se remplir les poches. Donc, on est passé par ce que j'appelle le droit victimaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on a un véritable dévoiement du droit, on le voit. On prend, au lieu de passer d'un droit objectif, de partir d'un droit objectif, on est sur un droit subjectif, et le droit subjectif, il s'appuie sur
des désirs contrariés pour créer des catégories de victimes. Et les catégories de victimes ont tous les droits et on leur accorde tous les droits. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui a été fait. Donc les personnes LGBT ou les personnes seules, on a aiguillonné chez elles le désir d'enfant présent dans une partie de l'humanité. On en a fait des victimes parce qu'on leur a dit votre désir d'enfant qui est présent, la science pourrait y remédier, mais la loi l'interdit. Vous êtes donc des victimes de cette société rétrograde, de ces mouvements homophobes, de cette loi qui ne veut pas vous accorder ce que la science est légitimement prête à vous donner. Donc on confisque les débats et on interdit le débat au passage, ça fait partie du On interdit tout débat parce que la victime a tous les droits. Et quiconque s'oppose à la victime devient un bourreau. Donc tous les opposants à la PMA pour tous deviennent des bourreaux. Et donc on crée des droits absolus pour ces victimes qui se voient reconnaître par la loi le droit au désir d'enfant, même si ce n'est pas inscrit dans la loi. En réalité, le droit à l'enfant est présent dans cette loi. Mais le tour de passe-passe, c'est qu'on se sert de cette catégorie de prétendues victimes auxquelles on donne des droits pour enlever tous les verrous, toutes les garanties contre ce marché de la PMA et contre cette marchandisation du corps humain. C'est le tour de passe-passe auquel on assiste avec le projet de loi bioéthique. Un mot sur ces verrous, justement, parce que vous dites que derrière la cible qui sont les femmes, toutes les femmes, et en particulier les femmes fertiles, en fait, ce qui se dessine vraiment très clairement, d'autres l'ont dit, mais vous le redites à votre tour, c'est des pratiques eugénistes et des pratiques de création artificielle, en fait, sur étagère. Vous appelez ça même la chosification, en fait, du droit, c'est-à-dire que l'enfant devient une chose, un objet, au même titre qu'un téléphone portable. On est dans la consumérisation. Expliquez-nous ça, Olivier Sarton. Oui, on est vraiment dans la consumérisation. Alors d'abord, je redonne peut-être les chiffres qui sont intéressants. Oui. Parce qu'on est tous d'accord qu'un enfant conçu naturellement dans le lit de ses parents, la conception ne coûte rien. Alors que quand un enfant est conçu par procréation médicalement assistée, alors vous avez deux grands types de procréation médicalement assistée. Vous avez l'insémination artificielle et le chiffre d'affaires apporté pour une clinique, c'est environ 7 000 €. Et quand on passe par une fécondation in vitro, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bébé éprouvette, eh bien, le chiffre d'affaires pour la clinique, c'est 14 000 €. Donc on voit vraiment que l'enjeu financier par tête d'enfant est très important. Et effectivement, on est sur un risque de réification de l'enfant parce que là encore, on a le mythe de l'enfant parfait. Et bien qu'en France, ça soit pour le moment interdit, cette interdiction va tomber. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on va ouvrir la PMA à tous sans condition, on va avoir une difficulté liée au fait qu'il n'y ait pas assez de gamètes. Étant donné que le don de gamètes n'est pas rémunéré en France, les gens ne sont pas fous et ils savent bien que ce n'est pas un acte altruiste comme on essaie de leur faire croire. Et donc en France, on a une pénurie de gamètes. À partir du moment où vous avez une pénurie de gamètes, si vous voulez satisfaire votre clientèle, eh bien, vous allez finir par acheter des gamètes. Et à partir du moment où vous achetez des gamètes, eh bien, la personne qui paye va vous dire « moi, j'ai le droit de choisir les gamètes qui me conviennent ». Et donc, par exemple, en Espagne, où le tri de gamètes est autorisé, vous allez choisir des gamètes qui proviennent d'une donneuse grande, blonde, aux yeux bleus, pulpeuse, etc. etc. Alors, donc ça, c'est le premier danger de réification de l'enfant, c'est le tri de gamètes qui est vraiment à l'œuvre aujourd'hui. Et le deuxième danger, c'est tout ce qui est lié au diagnostic préimplantatoire. Et on a vu dans les débats du projet de loi bioéthique, il y avait vraiment des offensives pour étendre le champ de ce diagnostic préimplantatoire qui est déjà permis pour un certain type de maladie. Et on arrive au mythe et à la commande de l'enfant parfait, qui est en réalité une aporie. Et c'est la raison pour laquelle on sait bien que ça soit un tabou, que dans les enfants issus de PMA, il y a des rapports avec les parents qui se passent très mal parce que les parents attendent un enfant qu'ils ont déterminé sur tel et tel critère. Or, l'enfant est toujours différent. Alors, donc c'est toujours une surprise par rapport aux parents, mais ça l'est encore d'autant plus quand vous avez cru que vous alliez pouvoir configurer précisément votre enfant. Olivier Sarton, il nous reste 2 minutes à peine. Je voudrais qu'on dise quand même un mot d'un sujet très important que vous abordez dans votre livre, c'est cette extension de la PMA et, est porteuse de dégâts qui ne sont pas vraiment collatéraux, car en réalité, on sait déjà
que la PMA, en fait, a des conséquences qui sont importantes et très souvent négatives, non seulement sur l'enfant à naître, mais sur les femmes, sur les couples. Un mot en 2 minutes sur ces 1 minute et demie sur ces conséquences qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a tendance à minimiser en France, mais que si je vous suis bien, que les gens qui pratiquent la PMA ne cachent pas eux-mêmes. Oui, c'est quand même un mensonge français qu'il faut dénoncer. C'est celui d'innocuité de la PMA qu'on relit souvent dans les magazines, les journaux, et c'est vraiment un mensonge. Parce que la PMA est loin d'être sans risque. Les premiers exposés au risque sont les enfants, comme vous le dites. Je vais juste donner quelques chiffres, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Ils ont 40% de risque de plus d'avoir une malformation congénitale non chromosomique, comme des anomalies cardiaques. Ils ont 2,43 fois plus de risque de développer des cancers infantiles. Ils ont 45% de risque de plus de mourir avant 1 an. Et il y a de nombreux autres troubles périnataux, des scores de QI inférieurs, des troubles du comportement, etc. etc. On a aussi le risque d'une moindre diversité des enfants. Le stress de la molécule, hein. C'est parce qu'on stresse les molécules, c'est ça l'explication. Ça, c'est parce qu'on stresse la molécule et c'est directement lié aux techniques utilisées, les techniques invasives qui conduisent à une infraction des cellules et qui induisent ces risques. Alors, en réalité, aujourd'hui, les scientifiques ne savent pas très bien les expliquer, ils peuvent juste les constater. Et à partir du moment où on a un constat, il faut le faire savoir et il faut dire que la PMA n'est pas sans risque pour les enfants. Merci on a aussi beaucoup, des risques qui concernent Sarton. les adultes. Merci beaucoup. Le temps nous est perdu. Merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous signez aux éditions Teki ces jours-ci un ouvrage intitulé PMA, ce qu'on ne vous dit pas. Vous pouvez le commander et avoir la version numérique chez l'éditeur. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Olivier Sarton.